Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième édition de notre Académie scientifique. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, surtout sur des sujets aussi passionnants que ceux de cet après-midi. En plus, dans un lieu assez magnifique, puisque je voudrais profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement RFF de nous accueillir, notre partenaire aujourd'hui, de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre. Et peut-être laisser la parole à Christophe Pied-Noël, en est le directeur de la communication, qui a d'ailleurs une petite crise à gérer en ce moment, je crois bien. Pour nous dire quelques mots sur ce bâtiment et puis quelques mots sur l'entreprise. Christophe. Merci Jean-Luc. Bravo pour votre choix du lieu, parce que choisir le système ferroviaire pour parler de crise, je pense que c'est assez adapté. Et puis choisir la date à laquelle on est mis en examen, ça prouve que quand même vous avez parfaitement bien organisé les choses. Donc ça, on vérifiera. Alors, vous êtes dans un immeuble un peu particulier ici, parce que dans cet immeuble-là, nous avons un métier qui s'appelle le métier d'horériste. Et l'horériste, c'est les gens qui font les horaires et qui construisent l'ensemble de la circulation des trains. Donc dans les étages ici sont construits toutes les origines-destinations, comme on dit dans notre vocabulaire professionnel, l'endroit où s'arrêtent les trains. Il y a 15 000 trains qui circulent tous les jours sur le réseau, et c'est ici qu'on fait en sorte que ces 15 000 trains circulent en toute sécurité et ne se percutent pas, la plupart du temps. J'allais ajouter pour revenir sur le sujet du jour. Voilà. Donc on est ravis, absolument ravis de vous accueillir. Je vous accueille en tant que directeur de la communication de Réseau Ferré de France. Vous avez dû voir que le système ferroviaire est en évolution. D'ici quelques semaines, au 1er janvier, nous serons dans une nouvelle organisation. Nous rassemblons l'ensemble de la compétence d'infrastructure dans une filiale qui va s'appeler SNCF Réseau, et puis l'ensemble des activités de transport dans une autre entité qui va s'appeler SNCF Mobilité. Et j'aurai le plaisir de prendre en charge la communication de la partie réseau. Alors le sujet de gestion de crise, vous allez en débattre. C'est un sujet effectivement sans fin, peut-être, mais je vais vite laisser la place au débat, mais partager un peu avec vous quelques expériences à travers les événements récents qu'on a pu vivre. Nous avons eu l'accident de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013, donc j'ai eu, j'allais dire, le plaisir, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais enfin, j'ai eu le plaisir de copiloter cette gestion de crise avec le directeur de la com de la SNCF, Patrick Roper, aux côtés de nos deux présidents, Jacques Rapoport et Guillaume Pépi. Nous avons eu au mois de juillet dernier, donc le mois de juillet doit avoir une certaine attractivité pour les accidents ferroviaires, mais l'accident de Danguin, près de Pau, où un TER a percuté un TGV avec à nouveau des blessés. Nous avons une autre forme de crise à travers les quais trop étroits ou les trains trop larges, enfin je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui a fait un buzz mondial. Ça on pourra pas à notre avantage, mais en tout cas qui a fait un buzz mondial. Puis bon, encore un certain nombre d'autres crises. Je retiens plusieurs choses de ces événements. Sur Brétigny, il y a une première chose, c'est que les premières heures sont absolument déterminantes. C'est-à-dire que la posture qu'on a prise dès le début, qui a été une posture qui a un peu cassé les codes quand même, hein. C'est-à-dire que c'était une posture de responsabilité. Avoir un patron d'entreprise qui, quelques heures après, ne sachant pas encore précisément ce qui a pu se passer, dit « j'assume la totale responsabilité de ce qui s'est passé », c'était quand même assez nouveau. Et une posture totale de transparence, mais une vraie transparence. Ce n'était pas simplement une posture de com', ça consistait à mettre en ligne en permanence tous les documents qui étaient en notre possession. Alors ça pose un certain nombre de questions, notamment par rapport au juridique, parce que le juridique a assez souvent tendance à arriver en vous disant tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Et nous, les communicants, on a plutôt dit tout ce qu'on ne dit pas va être retenu contre nous. Et donc, il y a eu un arbitrage. On a la chance d'avoir un président de la SNCF qui connaît particulièrement bien les sujets de communication. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a arbitré en faveur des communicants, mais en tout cas, il a été favorable à ce qu'on ait une totale transparence. Et on sait bien que maintenant, n'importe quel document peut se retrouver absolument instantanément sur le web. On avait un cas de conscience sur la photo de la fameuse Eclisse dont vous avez entendu parler. Nous avions ces photos très tôt. Elles n'étaient pas encore sorties. On était certain qu'à un moment donné, ça allait fuiter. Quelqu'un d'autre aurait la photo qui allait sortir. Donc on a spontanément décidé de la mettre en ligne. C'était une pièce assez importante sur l'enquête. Donc, on prendra le temps après, parce qu'on est encore dedans, puisqu'on est mis en examen aujourd'hui sur cette crise, de faire un retour d'expérience. Mais je pense qu'avec l'évolution des technologies, on n'a pas tellement d'autre choix que de prendre l'initiative et de rendre public un certain nombre d'informations.
Alors, la seconde crise, qui est de nature totalement différente, c'est celle des quais trop étroits pour les trains trop larges. Alors celle-là, finalement, elle est beaucoup plus difficile parce qu'elle est virtuelle. C'est-à-dire que sur le fond, je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est ce que les gens qui sont sur Internet appellent un fake. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de fond. Il n'y a pas de problème sur le fond. Il est totalement normal de réadapter une infrastructure quand vous implantez un nouveau matériel. Il n'y a pas de sujet. Sauf que médiatiquement, il y a eu un vrai sujet. Donc c'était beaucoup plus compliqué à gérer en réalité. C'est-à-dire que c'est un peu plus simple de gérer une crise réelle que de gérer une crise virtuelle. Et nous avons été totalement submergés par les réseaux sociaux. La crise, elle tient en moins de 140 caractères, des quais trop étroits pour des trains trop larges, ça tient sur Twitter. Elle est extrêmement visuelle, donc on a eu toutes les caricatures qu'on peut imaginer. Je pense que vous êtes bien amusés sur le web si vous avez, si vous avez regardé ça. Et le fait que ce soit absolument énorme, le côté incroyable mais vrai, est un des modes de fonctionnement d'Internet. Enfin, c'est ce que vont regarder les jeunes. À la limite, ils veulent plus savoir si la vidéo, c'est un faux ou c'est un vrai, mais comme c'est énorme et ça fait rire, ça suffit. Voilà. Donc on s'est fait complètement déborder par ça. On a émis des arguments qui étaient des arguments rationnels qui n'ont pas été entendus. On a fait une conférence de presse avec nos 2 présidents. Dès qu'ils passaient dans l'explication sur le fond, les journalistes posaient leur stylo et attendaient. Et à la question, allez-vous démissionner, allez-vous démissionner, allez-vous démissionner, c'était la seule chose qu'ils voulaient. Tous nos arguments ont été balayés. Alors, on a un peu remonté la pente sur les jours qu'on suivit. Il faut savoir quand même que ça a fait un article dans le Wall Street Journal, ça a été suivi en Chine, donc on a une notoriété qui a fortement grimpé, donc on est très satisfait. En termes d'image rendue, c'est quand même assez dommageable, parce que derrière, il y a quand même du business, il y a quand même une entreprise française qui vend des services à l'international, et qui, évidemment, ne manquera pas de se faire railler par ses concurrents, qui mettra les bonnes revues de presse dans les bons dossiers d'appel d'offres le jour venu. Donc on a quand même des enjeux de business derrière. Donc c'était juste pour vous planter le décor, pour vous raconter, mais vous devez le vivre aussi, la vraie vie opérationnelle de la gestion de crise. Donc j'ai vu que vous aviez aussi dans votre ordre du jour des thématiques qui ramenaient à ça, le digital, l'interne. Enfin, donc voilà, je vous souhaite un bon colloque, de bons échanges. Je resterai avec vous un peu, mais il faut que je retourne à notre mise en examen dans l'après-midi. Voilà. Merci Christophe. Merci à toi. Bon, quelques mots rapidement avant de rentrer dans les débats, donc revenir sur en effet l'objet de cette académie scientifique. Moi, je suis très heureux qu'on puisse organiser cette seconde édition cette année, donc en effet autour de la thématique de la communication de crise. Chez Communication et Entreprise, on s'est rendu compte il y a quelques années maintenant, sous l'impulsion, et j'en redirai un petit mot tout à l'heure, de Thierry Libart, qui a donc pris le pilotage du comité scientifique de communication et entreprise, c'était il y a 4 ans je crois, de mémoire. On s'est rendu compte que finalement les 2 mondes des chercheurs en communication et des praticiens en communication avaient parfois du mal à se rejoindre, à se joindre, à se coller, et que les 2 mondes vivaient un peu en parallèle, ne lisant pas forcément les mêmes revues, n'allant pas forcément dans les mêmes symposiums. Et donc on s'est dit finalement, c'est un peu le rôle de communication et entreprise de créer cette passerelle, de créer ces ponts, ces viaducs même, entre ces 2 mondes pour vraiment permettre à l'un comme à l'autre de s'enrichir intellectuellement des travaux et des réflexions des uns et des autres. Alors c'est vrai que les temps ne sont pas les mêmes, on va dire que le temps de la recherche est plutôt sur un temps assez long, là où le temps de la pratique est souvent dans un temps assez court, mais justement avec cette académie scientifique, l'objectif c'est bien de rassembler tout cela, et c'est vraiment tout l'enjeu de communication et entreprise, d'animer, on va dire, différents corps de métier, d'animer un écosystème extrêmement vaste, et donc de provoquer, de créer ces rencontres entre des mondes qui ne travaillent pas forcément toujours dans le quotidien ensemble. Voilà. Donc cette académie, c'est donc la 2e édition. L'an dernier, c'était sur la thématique de la RSE. Cette année, communication de crise. Et chaque année, ainsi, nous trouverons une thématique sur laquelle, bien entendu, les chercheurs mettent en place des réflexions, mettent en place donc, des sujets de recherche. Et puis, nous les confronterons en parallèle avec des directeurs de communication qui vivent ces mêmes sujets dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, c'est le même principe que l'an dernier. Nous avons, je crois, en mémoire 6 thèmes, où à chaque fois, sur chacun de ces thèmes, un DIRCOM va venir partager son expérience avec un chercheur, en l'occurrence, sur ces sujets. Je voudrais donc juste dire un grand merci à Thierry, parce que Thierry, ça fait 4 ans maintenant que tu animes au sein de Communication et Entreprise le comité scientifique,
qui a donc notamment abouti à la mise en place de cette académie. Et c'est vrai que je trouve que Thierry était bien finalement la synthèse entre le monde de la recherche et le monde des praticiens en communication. Et je t'amener vraiment cela de main de maître. Et je pense que Communication Entreprise ne peut que te dire un très grand merci. Voilà. Merci également à Alexandra Papon, dans l'équipe de Communication Entreprise, qui a drivé cette académie scientifique. Et puis bien sûr, merci aux chercheurs et aux DIRCOM qui vont donc intervenir tout l'après-midi autour donc des 6 thématiques. Et je rappelle que tous les comptes rendus écrits, vidéos, seront postés et publiés prochainement pour qu'au-delà de nous, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, 80 ou 90, ça puisse être partagé par le plus grand nombre. Voilà.